Je vais vous parler aujourd'hui de la correspondance d'une fille qui se nommait Blanche Camon, jeune femme qui écrivait un tas de lettres depuis sa prison à Grenoble puis à Valence avant d'être libérée. Après sa libération en 1687, Camon a établi une nouvelle vie en Suisse. Mais avant de discuter de ses écrits, il faut d'abord nous situer dans le contexte sociopolitique de la France pendant les dernières décennies du règne de Louis XIV. Comme vous le savez sans doute déjà, en 1685, le roi va révoquer l'édit de Nantes, inter- intervention légale qui autorisait les protestants de France, ou les huguenots, comme on avait tendance à les appeler, de pratiquer leur culte. Pourtant, même avant cette révocation, les Huguenots voyaient leurs droits se diminuer pendant les années 1680. La mesure la plus étonnante prise contre cette population s'est apparue pour la première fois vers 1681 avec les dragonnades, soldats souvent mal élevés qui ont été stationnés dans les maisons des familles protestantes afin de les intimider, de les forcer d'assister à la messe catholique. Vu les contraintes qu'on leur imposait, plusieurs Huguenots ont décidé de tenter de quitter le royaume pour aller pratiquer leur foi autre part, bien que ce franchissement des frontières fût interdit par la loi. Si l'on leur surprenait en train de s'évader, les hommes protestants risquaient d'être condamnés aux galères, où ils rameraient en perpétué avec des galériens criminels. Euh, mais pour les femmes, c'était le renfermement dans les couvents, dans les hôpitaux convertis en prison. Le premier chapitre de ma thèse de doctorat se concentre sur les récits de deux de ces femmes, Jeanne Terrasson et Blanche Camon. Camon est né vers 1664 ou 1665, de différentes sources dans de différentes dates, dans le tout petit village de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans le Dauphiné, soit l'actuel département de Drôme, dans le sud-est de France. À l'âge d'environ 21 ans, en 1686, elle tente de s'enfuir en Suisse pour échapper aux dragonnades et aux autres persécutions contre les protestants français à cette époque. Elle a été envoyée d'abord au cachot de Grenoble, où elle a vécu avec des dizaines d'autres dans une basse fosse où elle dit qu'on partageait son pain avec les souris. Mais en sortant de cet endroit, Gamon et ses amis devront affronter des défis plus difficiles encore. Le 23 mai 1687, on envoie une partie des femmes des plus opiniâtres, comme on les appelait, à l'hôpital de Valence, lieu très connu parmi les Huguenots pour les méthodes brutales utilisées par le directeur de l'hôpital, Henri Guichard d'Erapine. C'est lui. De rapine, ou bien la rapine, comme les protestants de l'époque l'appelaient, est devenu une sorte de démon pour la communauté huguenote. On le voit figurer dans la série de caricatures de Cornelius Dussart et Jacob Gould de 1691, avec un nez bien rond et un sourire cruel. Je ne sais pas si vous pouvez bien la voir, mais la devise qui se trouve au-dessus du portrait est la suivante. Partout où je passais, je portais la terreur. Je fouettais jusqu'au sang et fis sentir ma rage, en n'épargnant ainsi ni le sexe ni l'âge. Les origines de ces mots ne me sont pas connues, mais ils se trouvent aussi dans le mémoire de Jeanne Terrasson, qui a été enfermée avec Clermont. On peut d'ailleurs constater que ces écrivaines ont créé des contrastes persants entre leur pureté évangélique et la méchanceté de cet homme. Gammon n'est bien pas la seule à faire parvenir des lettres depuis sa prison. Sa copine Jeanne Terrasson, qui s'était inspirée et encouragée par Camon d'écrire sa propre histoire en 1693, a pu échanger des communications avec son mari et c'est un prêtre de l'hôpital de Valence qui lui donnera par ce moyen les informations sur la mort de son époux. Plus tard, pendant le XVIIIe siècle, la protestante Marie Durand va entrer en correspondance avec plusieurs personnes pendant son séjour de 38 années de 1730 à 1768 à la tour de Constance.
Et elle reste assez connue aujourd'hui car on lui attribue le mot résister, qui serait résister dans le patron de sa région, gravé sur le mur entier de cette cellule. Mais je voudrais quand même parler de Gammon aujourd'hui, car je crois que ces lettres en attendent des buts multiples. Être en correspondance avec son pasteur lors de son enfermement, lui donner de l'espoir, bien sûr, mais en circulant son histoire, elle s'est réussie aussi à se faire connaître par sa communauté et sa grande diaspora, chose qui lui faisait du bien matériel ainsi que spirituel, comme je vais prochainement vous faire voir. Alors, en échangeant des lettres avec son pasteur lors de sa captivité, il est clair que Gammon crée un espace personnel où elle peut s'échapper aux épreuves auxquelles elle doit faire face. On voit aussi que par son écriture et par la façon dont elle décrit les choses qu'elle vit, elle obtient une sorte de pouvoir. Murat dit que ces mots ont provoqué des réactions fortes chez lui, disant j'ai été charmé de vos réponses et de votre courage, après avoir lu le récit de Gammon sur comment elle a su se défendre devant des commissaires catholiques. Et il l'encourage davantage, écrivant j'ai lu et relu à diverses fois votre lettre, et vous ne sauriez combien elle m'a consolé et réjoui tout ensemble. Les lettres deviennent quasiment des êtres autonomes, imprégnés des effets qu'elles peuvent susciter sur les émotions. Les messages que Gammon envoie ont le pouvoir de créer des situations externes, loin du lieu clos où elles se trouvent. Murat dit, j'ai reçu votre lettre, chère et admirable lettre, elle est si touchante qu'elle a tiré 3 ou 4 fois des larmes de mes yeux. Il ne sait même pas compter combien de fois elle a pleuré, tant l'émotion suscitée est forte. Elle entre aussi en correspondance avec des personnes autres que Murat, comme un très illustre avocat dont elle cache le nom de peur de lui faire des affaires. Le pouvoir des mots dans la création de l'image de Gammon se voit ici aussi, car la lettre de cet avocat commence avec l'admission de ne l'avoir jamais vue en personne. Il dit, je ne sais si vous êtes belle ou laide, ronde ou petite, droite ou courbe, et je ne laisse pas d'être charmée et de sentir pour vous plus d'estime et d'amitié que tout le monde ne m'en peut donner. On peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles cet homme a voulu insister sur les traits physiques des femmes ici, mais l'important c'est de se rendre compte qu'en faisant circuler son histoire par ses lettres, Gammon a pu se définir comme personne digne de respect. Mais la puissance qui vient avec ce genre de correspondance est accompagnée d'une sorte de pression. Certaines lettres commencent presque à prendre vie elles-mêmes, et Gammon parle du devoir, de la responsabilité d'écrire, même quand elle a du mal à se bouger, au moins si l'on croit exactement à ce qu'elle dit. Et en ce lien apparemment privilégié avec Murat, Gammon se fait un point de contact avec le monde externe, pour les autres prisonniers de la basse-fosse en particulier à Grenoble. En passant de la correspondance d'une personne à l'autre, l'encouragement se redouble et Gammon prend au sérieux son rôle dans cette démarche. Après avoir reçu la lettre de l'avocat, Gammon nous dit quoique j'eusse extrêmement mal aux yeux, cette lettre ne se laissa pas d'être lue, car sitôt que je l'eus reçue, je l'envoyai à mes chères sœurs qui étaient dans le cachot. Elles le reçurent et la lurent d'une grande joie. Et puis, plus tard dans son récit, elle dit que après une opération vraiment pénible, c'était écrire à Murat, le pasteur que pense Gammon, demandant à sa mère de l'apporter du papier, de l'encre et une plume secrètement. Elle dit, elle dit dans ses écrits qu'elle avait du mal même à prendre de la nourriture et que l'expérience de tenter d'écrire dépasse les mots même, tant il était douloureux. Elle dit, je ne saurais jamais dire les douleurs cuissantes que je sentais pour tenir la plume. Elle me tomba plusieurs fois de ma main. Cependant, elle l'a fait quoi qu'il lui en coûta.
Elle dit croire qu'il était nécessaire de demander au pasteur de prier pour elle dans l'état où elle se trouvait, mais on ne saurait dire pourquoi elle devrait lui-même écrire, elle devait lui écrire elle-même pour lui faire passer cette demande, sinon pour montrer une certaine puissance interne. À d'autres reprises, elle parle du devoir de l'écriture comme l'une de ses dernières responsabilités terrestrielles. Euh, et comme je croyais de déloger de ce monde pour être avec mon Dieu, je m'efforçais d'écrire à Monsieur mon bon parent et lui marquer à qu'à peine aurait-il reçu ma lettre que je n'eusse passé de ce monde au Père des esprits. En insistant sur le devoir de correspondante, Gammon fait valoriser ses actions. Elle souffre, elle est souvent en peine, mais elle a réussi à trouver quand même une sorte de fierté étrange en décrivant ses expériences et en faisant passer les nouvelles du monde externe à ses co-religionnaires. En plus, on voit que Murat la couronne à plusieurs reprises du titre de martyr, statut qui emporte beaucoup d'honneur pour les huguenots de l'époque moderne. L'opportunité d'associer son sort à ceux des martyrs d'antan a beaucoup d'importance pour Camonde. Ça se voit aussi dans le récit plus long qu'elle écrit détaillant ses expériences une fois réfugiée en Suisse. Non seulement Murat dit qu'elle est digne de leur rang, mais l'auteur elle-même utilise ce terme de martyr de temps en temps pour parler de ses peines. Les recherches de David van der Linden ont constaté que plusieurs huguenots insisté sur la légitimité de ce mot de martyr quand on l'utilisait pour référer à des gens qui ne sont pas morts pour leur foi, mais Gammon gère cette problématique en parlant en langue de ces douleurs qui souvent se ressemblent à celles associées avec la disparition. Elle nous dit qu'elle se trouvait entre les bras de la mort et qu'après une chute, les médecins vinrent non pas pour me penser, mais pour savoir si j'étais morte ou en vie. On peut même identifier des moments dans son récit où elle prend des exemples des actions des martyrs très connus comme des modèles à suivre. On sait qu'après la Bible et le Sautier, l'un des livres les plus importants pour la communauté huguenote était la Martyrologie de Jean Crespin, publié pour la première fois en 1554, mais bien que la dernière édition de ce tome soit apparue en 1619, on peut conjecturer de façon assez confidente que Gammon aurait eu une certaine connaissance de ces cantons, étant né vers la fin du XVIIe siècle, vu que l'on a des récits des réfugiés huguenots qui font mention explicite de ce titre qui date même du XVIIIe. Et l'on peut faire des comparaisons assez intéressantes entre l'histoire de Gammon et celle du martyr Thomas Bilney, anglais du XVIe siècle, dont l'histoire se trouve parmi les pages de la martyrologie de Crespin. Voyant l'épreuve à laquelle Gammon se force de faire place pour faire preuve de sa constance lors des dragonnades, et celle que Bilney invente pour se tester la veille de son exécution ordonnée par Henri VIII d'Angleterre. Crespin raconte ainsi l'histoire de Bilney. Le jour devant que Billy ait été envoyé au feu, passant la nuit en prière, ainsi que sa garde dormait, il mit son doigt en la flamme de la chandelle pour essayer s'il pourrait endurer la violence du feu. Mais aussitôt qu'il approchait son doigt, comme la chair résistait, il le retira et commença à reprendre sa chair, disant: Comment tu ne peux endurer la brûleur d'un de tes membres, et comment pourras-tu endurer la brûleur de tout ton corps? Gammon, pour sa part, parle ainsi. Je disais à moi-même, pourrais-tu bien souffrir la rue ou le feu si Dieu t'appelait à cela? Comme la semence de l'Église, ce sont les martyrs, comme Tertullien l'avait dit. Quel bonheur si Dieu te faisait la grâce d'être au nombre. Je m'éprouvais sur cela en approchant ma main près du feu, mais sitôt que mes doigts se brûlaient, je retirai au plus tôt ma main, et je m'écriai: Oh Dieu, il faut qu'à mesure que tu affliges tes enfants, tu leur augmentes tes grâces, les vertus de ton Esprit Saint pour les soutenir dans leurs épreuves. Billy, quant à lui, tente encore une fois à brûler son doigt et
et y réussit, avant d'être mis entièrement au feu. Mais Camon ne parle pas d'autres tentatives de brûlure. Nous, les lecteurs, sont encouragés à voir ces souffrances suivantes comme la continuation de sa route de martyr. Mais la question reste, pourquoi tout ça? Camon commence son récit avec une dédication épistolaire à Madame Scherer, vivant à Saint-Gall en Suisse. Et ce serait apparemment cette femme qui l'a convaincu d'écrire son histoire entière. Mais cette femme n'est pas la seule à demander des nouvelles de Camon après sa libération. Une fois laissé aller, Camon dit avoir rencontré plusieurs gens de sa communauté qui semblaient avoir déjà une certaine connaissance de ses épreuves grâce aux communications qu'il avait entretenues depuis sa prison. Cela lui aurait dû être d'une certaine aide quand elle a fait son acte de reconnaissance. Pratique où, comme Caroline Chapalugi nous a déjà montré, les réfugiés relataient leur histoire d'évasion devant un public pour faire preuve de leur identité, en faisant référence à des noms ou à des lieux connus. Dans le cas de Gamon, faire savoir son histoire a aussi été d'une importance plus matérielle. Les actes et les registres des consistoires des villes de Suisse où elle a ensuite vécu, Genève, Berne et Zurich, nous montrent qu'on lui a donné de la charité pour lui faciliter la vie, chose nécessaire vu son état de santé assez pauvre suivant ses épreuves en France. Ces registres notent qu'elle a beaucoup souffert pour sa foi. Mais même avant d'être libérée, le sort de Gamon est devenu assez connu dans les réseaux de la diaspora. Depuis Amsterdam, un pasteur et théologien réfugié, Pierre Jurieu, faisait circuler des nouvelles et informations pour donner de l'espérance aux autres membres de sa communauté protestante avec ses lettres pastorales. On disait que cette correspondance se passait de manteau en manteau jusqu'en France, même pour parvenir à ceux qui y sont restés. Et Jurieu accueillait des messages et des histoires de son audience, de son lectorat, qu'il pouvait publier dans ses lettres. Murat décide de faire parvenir à Jurieu l'histoire de Gamon depuis sa prison à Valence, et il l'engage à écrire une missive détaillant de façon brève les choses qu'elle a vécues. Ce récit sera publié après la libération de Camon, qui eut lieu le 26 novembre 1687, une fois que sa mère a recueilli suffisamment d'argent pour payer les autorités de la laisser partir. À cette époque, fin des années 1680, on voyait une légère détente dans l'application des règles. Après avoir passé encore un peu de temps en France pour des raisons de santé, Gamon est parti avec une troupe d'autres huguenots pour la Suisse le 1er février 1688, et sa lettre est publiée dans le deuxième recueil de Jurieu le 1er avril 1688, soit lors de son établissement à Genève et quelques semaines avant la mort subséquente de Murat à Lausanne. Selon les sources historiques, Gamon est mort en 1718 d'hydropsie et a été enseveli dans la ville de sa mort, à Zurich. Mais son histoire ne s'arrête pas exactement là, car elle est devenue une sorte de symbole de résistance pour certains membres de la communauté des protestants français. Pendant le 19e siècle, des historiens descendus des milieux huguenots ont commencé à mener des recherches sur l'histoire de leurs ancêtres, et l'un d'eux, Théodore Claparède, ayant trouvé le manuscrit du récit de Camon dans les archives de Genève, a décidé de le publier sous le titre Une héroïne protestante en 1867, et puis de le republier ensemble avec l'histoire de Jeanne Terrasson avec le titre Deux héroïnes de la foi en 1881. Bien qu'il ait choisi d'éliminer certains mots, disant qu'il s'agit d'expressions grossières, moi personnellement, ayant vu le manuscrit entier, je ne crois pas que ces expressions sont aussi
grossière que ça, mais bien, je n'ai pas la sensibilité dans l'historien du 19e siècle. Euh, un extrait du récit de Camon qui raconte cette tentative d'échapper de nuit en sortant de sa fenêtre et aussi incluse dans le recueil du 19e siècle, Les évasions célèbres de Frédéric Bernard, publié en 1870. Et là, on le voit aussi dans une peinture en train de se sauver, présentée de façon très féminine, avec des cheveux très longs et une robe assez propre, chose que je trouve assez intéressante vu qu'elle a écrit que quand elle est entrée dans l'hôpital, on lui a rasé la tête. Et elle dit qu'il y avait toujours des infestations des poux, des insectes, et du coup, en lisant ces mots, on n'a pas trop l'image d'un lieu trop sanitaire en tête. Mais en gros, bien qu'elle reste assez inconnue de nos jours, on peut dire que Gammon a quand même laissé ses traces dans l'histoire et que ses correspondances ont lieu en lien avec ça. Merci.